On va voir du coup ce soir ensemble une thématique qui n'est pas forcément très connue, c'est les étranges amours entre le monde animal et le monde fongique. Ça va être vraiment un aperçu de cette thématique parce qu'il y avait tellement à dire qu'une heure ne suffirait pas. J'ai le droit à combien? Parce que là je suis partie pour jusqu'à tard si tu me dis ça. Donc, Bon, bah on verra, en fonction de votre état, on verra si on arrête ou pas. On verra ensemble. L'année dernière, j'étais venue parler de l'amanite tue-mouche, un champignon assez fascinant, en particulier dans l'usage qu'on peut en avoir dans nos civilisations européennes, dont on a encore usage aujourd'hui. Là, on va voir dans les civilisations animales les usages et en quoi ils sont similaires ou pas à ce qu'on peut retrouver dans les civilisations humaines. Alors, pourquoi parler du champignon et leur lien aux animaux ? Pour trois raisons. La première, c'est par rapport à l'approche des écosystèmes. Donc, un écosystème, c'est un endroit où on va mettre ensemble tout ce qui vit. Et les écosystèmes, on les connaît encore très très mal. Et donc, comprendre un petit peu le lien entre les animaux et les champignons qui composent ces écosystèmes, c'est aussi apprendre à mieux les comprendre et à savoir comment ils fonctionnent. D'autre part, c'est pour l'aspect biomimétique. L'étude des animaux et des champignons a toujours inspiré l'homme. Ça a permis de créer des innovations. Et donc, en étudiant de plus près ces relations, on peut aussi nous créer des technologies pour faciliter la vie, puis pour vraiment, faire preuve d'innovation. On en verra quelques-unes dans cette présentation. Et enfin, je dirais, pour moi, c'est vraiment la plus importante par humilité. On est une espèce qui a tendance à penser qu'on est hors norme parce qu'on a créé plein de choses. Et en fait, on n'a pas grand-chose qui nous est propre. Et c'est un petit peu l'occasion de voir en quoi les animaux font mieux ou moins aussi bien que nous. Donc la présentation elle va suivre un petit peu les grandes découvertes humaines, mais en reprenant l'animal et le champignon et montrer que en fait, on n'est pas si exceptionnel que ça. Et donc pour ce faire, on va avoir 6 grandes thématiques. Alors je vous préviens, le diapo n'était pas fait sur Mac, donc ça risque par moment de sauter un petit peu, mais normalement les idées sont là. On va voir donc la mycophagie dans le règne animal. Ça sera la plus grosse partie de la présentation. L'emploi médicinal des champignons par les abeilles sauvages. On passera ensuite aux pratiques agricoles, surtout chez les fourmis et les termites. Les champignons utilisés par les animaux pour s'abriter. Puis après, on verra ma partie préférée, c'est les champignons qui transforment les animaux en zombies. Et là, il y a énormément à dire. Et enfin, les champignons carnivores qui peuvent se nourrir d'animaux. On ne verra pas tout ce qui est maladie pathogène par les champignons, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais bon, vous sortez d'un atelier avec Parcours, donc on va éviter de se faire quelques remontées. Alors, à savoir, j'ai essayé à chaque fois de vous mettre l'étude principale au-dessus du titre dont j'ai tiré mes informations. Si vous avez des questions, j'ai rédigé entièrement la conférence et il y a toutes les sources dedans. Donc à la fin, si vous avez des questions, on pourra reprendre les sources ensemble, puis creuser un petit peu ce qui a été vu. Donc avant de commencer, on va voir très sommairement ce qu'est un champignon. Bon, je pense que vous avez eu l'occasion de le voir. Ce qu'on appelle souvent le champignon, c'est le soprophore ou le caprophore, c'est la partie visible. Donc c'est un pied, un chapeau, des lamelles, des tubes pour les plus connus. On va surtout regarder ces champignons qui sont bien visibles, parce que c'est surtout ceux-ci qui vont nous intéresser. À savoir, c'est une part infime des champignons sur toutes les espèces qu'on connaît. En réalité, très très peu sont massifs et visibles de la sorte. Et puis on regardera aussi le mycélium, c'est vraiment la partie cœur du champignon. C'est ce qui est dans le sol ou dans les éléments, et c'est vraiment ce qui va faire le champignon. Par moment, ma voix s'éraille un peu parce que j'ai une petite extinction de voix. Donc pareil, si par moment on n'entend pas très bien ce que je dis, n'hésitez pas à me faire répéter. Et du coup, on va aussi par moment s'attacher à la reproduction du champignon. Donc pour faire simple, un champignon, c'est un caprophore, un soprophore qui va faire des spores. Le spore va arriver dans un élément, du humus, du bois, il va se développer, il va faire ce qu'on appelle un mycélium primaire, et il va rencontrer un autre mycélium, ils vont se mêler, ça va faire un mycélium secondaire, et ça va donner naissance au caprophore, qui à son tour va faire des spores. Alors là, c'est vraiment de base, des fois, il y en a, ils ont besoin de 6 mycéliums, des fois, c'est très très compliqué, donc on retient juste que minimum du mycélium qui se rencontre grâce à des spores, et ça donne un caprophore. Donc on va pouvoir attaquer le vif du sujet, la mycophagie dans le règne animal. Et pour commencer, on va débuter avec les invertébrés, c'est là où on trouve le plus grand nombre de mycophages. Et je me suis beaucoup appuyée sur les écrits de Jean-Henri Fabre, qui est un entomologue passionné de champignons et du coup qui a énormément écrit sur la thématique.
Donc dans le monde des champignons, les premiers animaux qui vont manger les champignons, ce sont les colamboles. C'est des tout petits animaux très proches des insectes qui sont magnifiques. On en trouve des centaines d'espèces. Je vous invite à voir l'ouvrage Planète Colambole de Philippe Gardelon, où c'est un régal pour les yeux. Et donc ces petits colamboles, ils vont dégrader l'humus, ils vont dégrader les champignons, c'est eux qui vont permettre de faire la litière forestière. Et chez les colamboles, on a une espèce en particulier qui est Siphoderus albinus. C'est un tout petit colambole qu'on trouve en France. Et en fait, il va manger les champignons pathogènes des fourmis. Et les fourmis, en échange, vont mettre leur odeur sur ce ce colambole qu'elles vont élever pour justement éviter qu'il y ait des pathogènes dans la fourmilière. Et quand des fourmis parasites comme celle-ci veulent s'en prendre au colambole, eh ben, elles vont les protéger. Le soir, elles vont rentrer à l'intérieur de la fourmilière, leur troupeau. Bref, elles vont vraiment s'occuper des animaux pour faire en sorte de ne pas avoir de pathogènes dans la fourmilière. Si on quitte le monde du tout petit pour aller vers plus gros, on a les coléoptères qu'on connaît bien. Souvent, quand on ramasse un très beau cèpe et qu'on prend avec le pied le cèpe et qu'il nous part dans la main, et ben en fait, il y a un coléoptère qui est passé dedans, souvent des bousiers, qui a creusé le pied pour se nourrir et s'abriter. Et du coup, on se retrouve avec un cèpe tout abîmé. Le plus connu, c'est Bolbellasum gallicus. Lui, c'est un coléoptère qui va se nourrir énormément de truffes. Et en fait, il passe sa vie à chercher des truffes pour s'en nourrir et pondre, ce qui est une vie assez... moi, si je pouvais me réincarner, ça serait en ce scarabée. Et donc, chez les trufficulteurs, c'est une des espèces qui pose vraiment souci parce que justement, elle va se nourrir des truffes et faire de gros dégâts. Et en parlant d'animaux qui mangent les truffes, on a les mouches qu'on peut utiliser pour le cavage. On a 9 espèces de mouches truffières en France. La plus connue, c'est Elomisa tuberivora, tuber, truffe et vora, mangeuse, donc mangeuse de truffes. Et donc cette mouche qui va pondre dans les truffes, elle peut être utilisée pour chercher les truffes. On va passer au bâton sur les feuilles mortes pour faire lever la mouche. On se met accroupi. Si on voit une mouche en stationnaire 40 cm au-dessus du sol qui ne bouge pas pendant plusieurs minutes, c'est qu'il y a une truffe en dessous. Donc il ne reste plus qu'à creuser pour la chercher. Bon, des fois elle est déjà pondue dedans et du coup on se retrouve avec une truffe abîmée. Mais c'est une technique pour en chercher. On va avoir aussi le triplax russe, qui est lui un petit scarabée qui va passer sa vie dans les champignons. Il va surtout se nourrir de Polyporus. Il y a une faute à Polyporus, il ne faut pas regarder le. Et l'Erisum erinaceus, voilà. Il va pondre dedans, se nourrir dedans, mourir dedans. Et c'est donc un insecte qui, des fois, ne verra presque jamais le jour, sauf pour aller voir d'autres champignons, parce qu'il va vraiment passer sa vie à l'intérieur. Et donc, il fait partie des nombreux triplax qui sont inféodés aux champignons, et c'est eux qui font le plus gros nombre de dégâts dans les champignons qu'on ramasse, qui sont de grosse taille. On va avoir aussi, avec les satyres, des relations de mycophagie. À gauche, vous avez le satyre puant. Les deux autres sont des satyres du chien, qu'on appelle aussi phallus du chien à cause de leur drôle de forme. Sur le chapeau, on va avoir une substance gluante qui va contenir les spores. Les mouches qui vont être attirées par le champignon parce qu'il a une odeur très très forte de cadavre. D'ailleurs, dans l'exposition, en bas, vous avez un bocal avec des satyres dedans. Si vous avez le courage d'ouvrir, vous verrez l'odeur du champignon qui est assez exceptionnelle. Les mouches sont attirées, vont se mettre sur le caprophore, manger les spores, en coller sur leur corps, et quand elles repartent dans la forêt, elles vont pouvoir disséminer soit avec leur corps, soit avec leurs crottes, les spores des champignons. À savoir, petite histoire, il y a des auteurs du Moyen-Âge et de la Renaissance qui expliquent que quand c'était la saison des phallus impudiques, les filles de bonne famille et les nonnes n'avaient pas le droit de sortir dans la forêt de peur qu'elles s'assoient sur les phallus impudiques. Bon, maintenant on a cette chance de pouvoir sortir à nouveau en cheval. Et donc là on a une espèce tropicale qui est la dame voilée, qui va avoir un très très long voile. Ça va permettre aux spores qui sont tombés du chapeau de pouvoir se déposer dessus et ne pas se perdre au pied du champignon, et aux insectes de se poser, du coup de pouvoir accéder au chapeau facilement. C'est un des plus beaux champignons que je connaisse. Et puis on a aussi l'oxyporou. Pendant très très longtemps on a cru que c'était un animal mycophage parce qu'on le trouvait tout le temps dans les champignons. En fait on s'est aperçu que c'était un prédateur qui allait manger les larves présentes dans le champignon.
Il va passer la nuit, dormir dans le champignon, se faire une jolie loge, et puis la journée, il va chasser les larves de mouches. Et ce qu'on pensait être du coup un parasite, un ennemi du ramasseur de champignons, s'avère être en fait un auxiliaire. Bon, quand on ramasse le champignon, il faut juste prendre garde à ne pas avoir le pauvre oxypore dedans pour ne pas croquer l'insecte, mais sinon là, c'est vraiment un auxiliaire qu'on a cru pendant longtemps être un mycophage reconnu. Et puis après, il y a les mollusques, qui sont vraiment les plus grands mangeurs de champignons connus. Ici, on a l'arion rouge, qui est une Rufus arion, qui est une grosse limace qu'on voit très souvent en forêt, surtout après la pluie, avec sa bouche qui est composée de radicelles, donc c'est comme une râpe, en fait, elle va manger les champignons, et avec ses excréments, elle va disséminer les spores dans la forêt. C'est vraiment un agent de dissémination des champignons le plus important, et donc c'est vraiment une espèce très importante en forêt, même si des fois on la voit sur les cèpes, bon, ça fait moins plaisir. À savoir sur les girolles, les trompettes de la mort ou les doigts du diable, les limaces ne vont jamais aller faire du prélèvement, et régulièrement on trouve des jeunes limaces mortes à côté de ces champignons. Apparemment il y a une toxine présente dans ces champignons-là qui serait fatale aux limaces. Donc au niveau recherche, ça peut être intéressant pour les jardiniers qui ont peut-être marre de voir disparaître leur salade après chaque pluie. Et du coup, il y a aussi une légende très tenace qui voudrait que les limaces, si elles ont mangé un champignon, ça veut dire que c'est un champignon comestible. Il n'y a pas très longtemps, on a trouvé des phalloïdes mangés par des limaces qui se portaient très très bien, donc non. Un champignon mangé par une limace ou un escargot n'est pas forcément un champignon comestible. Les limaces et escargots ont une enzyme dans l'estomac qui permet de dégrader les molécules toxiques de ces champignons que nous n'avons pas. Donc non, nous ne sommes pas des limaces, nous ne pouvons pas manger tous les champignons. Et donc après avoir vu comment ça se passait dans le monde des insectes, des invertébrés, on va se rapprocher des mammifères, qui sont eux aussi des gros mangeurs de champignons. On a notamment l'écureuil, qui est un animal qui est connu pour être un gros mangeur de champignons. Il y a une étude qui a été faite au Sierra Nevada, où sur 80 écureuils, 40 roux, 40 gris, on a analysé pendant une année les déjections des animaux. Et en fait, jusqu'à 80% des crottes de ces écureuils sont composées de champignons, et en particulier de truffes du cerf. Donc c'est vraiment une denrée très très importante pour eux. Et apparemment, leurs excréments pourraient aussi répandre les spores des champignons, donc ils seraient aussi un agent important pour retrouver d'une année à l'autre des champignons en forêt. On va aussi avoir les cervidés, qui sont des grands mangeurs de champignons. À droite, c'est la truffe du cerf, donc les cervidés ont même un champignon à leur nom. Et à gauche, une chanterelle en tube. Des fois, on arrive sur des grands parterres de champignons qui sont ravagés, qui ont été arrachés de manière, un peu n'importe comment, ça fait rager. Et en fait, c'est des chevreuils qui sont passés et qui ont brouté littéralement les chanterelles. C'est parmi un de leurs aliments préférés. Et donc, des fois, quand on pense qu'on a une station de champignons qui a été saccagée, c'est juste qu'il y a des animaux qui sont passés, qui ont mangé du coup les champignons qu'on espérait trouver. Et du coup, pour rester dans l'univers des cervidés, on a les rennes, notamment avec le lichen du renne qui est Cladonia rangiferina, qui est très très important pour ces animaux, parce que quand ils sont en migration, c'est la première source et principale source de nourriture qu'ils vont avoir, parce que c'est très riche en vitamines, et que pendant la transhumance hivernale, il n'a rien d'autre à manger. Et donc on va avoir des grands tapis de lichen dont les rennes vont se nourrir. Et donc on a aussi le bœuf musqué qui va en tirer parti. Ça peut être jusqu'à 98% de leur alimentation dans l'année. Et avec le réchauffement climatique, c'est un lichen qui commence à disparaître. Et l'été dernier, il y a eu 100 000 rennes en transhumance qui sont morts parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Mais si le renne est connu par rapport aux champignons, c'est surtout par rapport à l'amanite tumouche, qui contient deux molécules qui sont le muscimol et l'acide iboténique, et qui va littéralement faire prendre des hallucinations au renne, qui va être complètement drogué. Il va manger le sommet du chapeau, la cuticule, donc c'est la peau rouge sur le chapeau, et il va être complètement défoncé. Et l'homme, quand il a vu ça, il a fait « Ah bah chouette, on va essayer ». Donc l'amanite tumouche est aussi utilisé comme délirogène et comme drogue. Sauf que le renne, lui, il arrive à synthétiser avec son foie, à assimiler ces deux molécules. Nous, pas du tout, donc on a vomissement, diarrhée, ça peut aller jusque dans le coma. Alors que le renne, lui, il a juste la défense. Donc là aussi, au niveau réincarnation, ça peut en inspirer certains. Et donc,
on a une exposition d'un artiste allemand qui s'appelle Carsten Höller, qui est passionné de rennes et d'amanite mouche. Et donc à Berlin, il y a quelques années de ça, il a fait une grande exposition où il a mis 9 rennes ensemble et il leur a fait manger de la manite mouche. Et pour 150 €, on pouvait boire l'urine du renne et dedans il y avait les principes actifs qui permettaient de se mettre dans le même état que du renne. Donc si vous avez 150 €, vous savez, vous pouvez les investir. Et donc les rennes ne sont pas les seuls animaux à utiliser des délirogènes. Par exemple, on a les kangourous qui vont être passionnés de pavots. On a un exemple très probant sur cette image. On a les dauphins qui vont utiliser le fugu, le fameux poisson asiatique qui chaque année fait des décès par rapport à la toxine de son foie. C'est documenté que depuis 2017, les dauphins vont vont mordiller le poisson et donc vont connaître aussi des effets hallucinogènes. Et on a les éléphants avec l'iboga, ils vont manger le fruit et les feuilles et ils vont être complètement saouls. On peut voir en forêt des éléphants se balancer, donner des coups à droite et à gauche, ils sont sous l'effet de la plante. Donc là aussi, sur ce thème-là, animaux humains, même combat. Et puis, il reste aussi son attitude à un mammifère qu'on connaît bien, qui est le sanglier, qui est un très très gros mangeur de champignons. Et en fait, à l'automne, on s'est aperçu que les sangliers devenaient radioactifs, parce que c'est la période où ils vont manger beaucoup de champignons. Or, le champignon capte très bien le césium-137. Et donc, à partir de août-septembre, on va avoir un taux de radioactivité très important chez les sangliers, au point que consommer de la viande de sanglier pourrait être apparemment dangereuse, parce qu'on serait vraiment au-dessus du taux. Et en fait, on retrouve cette information un petit peu partout dans les médias. C'est vraiment un marronnier journalistique. Et donc là, on peut voir que l'attaque du sanglier radioactif ou sanglier radioactif en Allemagne, bref, ça touche un petit peu tous les pays. Italie, on a aussi en Suède, on trouve la thématique, surtout en Allemagne où c'est très très présent, tous les ans il y a énormément d'études, République tchèque. Et puis je vous mets mon préféré, 96, les sangliers à propulsion nucléaire de Saint-Jean-d'Ormont. Alors je pensais que c'était un titre humoristique, mais pas du tout, donc surveillez le ciel, vous verrez peut-être des sangliers à propulsion nucléaire. Et donc tout viendrait en fait de 97, où lors d'un panel contrôle sur un sanglier de 8 mois qui avait été abattu pour sa viande, le taux de radioactivité était 5 fois supérieur à la normale. Et donc ça a fait énormément d'histoires sur le site, il y a les pouvoirs publics qui sont intervenus, des associations à leur tour. Ils n'ont pas fini, encore aujourd'hui, il y a des procès par rapport à cette affaire-là. C'est vraiment passionnant. Et donc depuis 97, on aurait pu se dire, voilà, la thématique est passée, c'est plus d'actualité. Et puis en 2014, Fukushima, donc on est reparti sur les sangliers radioactifs avec des titres assez cocasses, des cochons sangliers qui menacent les habitations, des milliers de sangliers qui sèment la terreur au Japon. Bref, on n'a pas fini de parler du sanglier radioactif. Et puis il y a les autres consommateurs. Donc on a peu de documentation sur ces espèces-là. Un renard avec une amanite mouche, donc là aussi... soit c'est pour se purger, soit c'est pour les effets du champignon. Chez les mulots aussi, on trouve énormément de consommation de champignons, ça va jusqu'à 50% de leur alimentation avant de rentrer en hiver. Il y a des cas documentés pour quelques oiseaux, mais hormis ça, on a très très peu d'informations. Donc je pense que là aussi, c'est un domaine qui est intéressant à développer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver. Il y a un oiseau derrière le renard ? Oui, il y a une pie. Donc bon, peut-être que la pie... Oui, on voit qu'il est concentré sur autre chose que l'oiseau. Là. Il se prend peut-être pour une pie. Du coup, on a fini avec la mycophagie dans le règne animal. Je surveille un petit peu l'heure. On peut voir comment ça se passe aussi sur l'aspect médicinal, et en particulier chez les abeilles. À savoir, à l'heure actuelle, il y a 6 espèces de champignons qui ont principalement été étudiées. Sur ces 6 espèces, on les retrouve toutes en France. On appelle ces champignons à exudat, à savoir soit le mycélium, donc la partie qui fait des racines blanches dans le sol, va faire des gouttelettes avec dessus des molécules, soit c'est le caprophore, donc le chapeau qui va faire des petites gouttes. Et ces gouttes sont remplies d'éléments antibiotiques, d'éléments antiviraux et antifongiques. Et apparemment, les abeilles vont venir capter
ces gouttelettes-là pour avoir un bon système immunitaire, pour se soigner aussi de certaines maladies. Et c'est un phénomène qu'on n'observe pas chez les abeilles domestiques. Et donc on pense que ce serait peut-être là aussi une solution au niveau des abeilles qui sont en train de décliner, de faire des sirops, d'ajouter cette médication dans leur alimentation pour faire en sorte qu'elles supportent toutes ces maladies qui sont en train d'arriver dans les ruchers. Donc là on a un exemple avec un cèpe de Bordeaux, donc c'est au Nouveau-Mexique. On a vu une abeille, alors l'image n'est pas très belle parce qu'en fait c'est tiré d'une vidéo. Une abeille qui enlève les feuilles, les bouts de bois au-dessus du mycélium, qui va se retrouver à l'air libre, qui va faire un exudat. Et plusieurs jours plus tard, l'abeille est venue voir cet exudat et l'a ramené à la ruche. Donc là aussi, on a vraiment un exemple où les champignons dans la pratique des abeilles seraient un plus pour justement éviter tout ce qui est maladies et problèmes liés aux parasites. Notamment un parasite en particulier qui va déformer les ailes des abeilles. Les abeilles qui utilisent le mycélium et les exudats n'auraient pas cette maladie ou très très peu. Et du coup, on a un exemple avec le polypore versicolore qui est maintenant vendu en sirop pour les abeilles domestiques pour traiter ces maladies-là. À savoir, le polypore versicolore, il est utilisé aussi pour l'homme dans le traitement du cancer de la prostate. Donc, les usages qu'on peut avoir les abeilles, on peut aussi les retrouver chez nous. Dans tous les champignons présentés sur la première diapo. Tac, tac. L'amadouvier est utilisé aussi de manière médicinale. Et pour ce qui est du polypore versicolore, le Ganoderme aplani et le polypore des pins, on les a retrouvés sur la momie Odzi, qui a été découverte dans un glacier autrichien. Et apparemment, c'était des champignons utilisés de manière médicinale. Donc si la médecine par les champignons est connue depuis très longtemps par les abeilles, elle semble aussi connue par l'homme préhistorique. Et donc là, on a un exemple de champignon, c'est le chapeau, le caprophore, qui va faire les exudats. C'est le polypore des pins. Et donc là, c'est pas un champignon après la pluie, c'est un champignon qui naturellement va faire ces petites gouttelettes. Et c'est ces gouttelettes-là que les abeilles sauvages vont venir butiner pour ensuite les ramener à la ruche. Et donc on peut se poser la question dans nos campagnes où on va avoir des paysages uniformisés, on va avoir beaucoup moins de bois morts, beaucoup moins de troncs laissés en chandelle qui ne vont pas permettre justement aux champignons de se développer. C'est aussi le fait qu'il y a un déclin des abeilles, c'est le fait qu'on n'a plus toute cette fonge qui était à disposition des abeilles et du coup elle est beaucoup plus loin pour les chercher et on s'en trouve moins et du coup c'est peut-être là aussi qu'on peut expliquer le déclin en partie. Donc, on a vu l'utilisation médicinale, on peut voir aussi les pratiques agricoles par les fourmis et les termites. Les fourmis ont inventé la culture des champignons il y a 50 millions d'années. Donc nous, à côté, inventeurs de l'agriculture, on fait très pâle figure. Il y a deux espèces principales qui sont connues pour cultiver des champignons, Acromyrmex et les Atta, donc ça fait ensemble environ une quarantaine d'espèces. On a d'autres familles aussi qui sont moins nombreuses, mais qui sont connues pour être cultivatrices de champignons. À savoir, on connaît encore très peu d'espèces de fourmis, et on peut parier qu'il y en a beaucoup plus, et que voilà, là aussi, les études nous diront dans quelques années s'il y a d'autres cultivatrices de champignons qui émergeront. Et donc, les fourmis champignonistes, c'est comme ça qu'on les appelle, sont connues pour leur polyétisme. C'est le fait de répartir en castes les fourmis pour la culture du champignon. On va avoir les ouvrières coupeuses, donc elles vont monter sur les feuilles, découper les feuilles. On a les fourmis pisteuses qui vont faire la piste entre les feuilles et la fourmilière pour que les autres fourmis empruntent le chemin. On a les ouvrières défensives qui sont très petites, qui montent sur les feuilles et qui vont protéger les grosses des mouches parasites. Parce que comme elles ont les mandibules prises par les feuilles, elles ne peuvent pas se défendre. Donc l'autre fourmi monte sur la feuille, c'est elle qui va défendre la plus grosse. On va avoir les ouvrières de transport, donc quand les fourmis coupeuses apportent la feuille à la fourmilière, c'est elle qui les récupère, qui les amène à l'intérieur de la fourmilière. Donc là, on a un exemple de polyétisme entre une fourmilière coupeuse et une fourmi coupeuse, et une fourmi cultivatrice. Donc c'est assez impressionnant. La différence de taille, ça peut être des fois jusqu'à 200 fois plus grosse que l'ouvrière de culture.
Donc les ouvrières de culture qui vont récupérer la feuille, la mâcher, la mélanger à leur déjection, planter le champignon dessus. Les ouvrières nourrisseuses qui vont récupérer le champignon, qui vont approvisionner la fourmilière avec. Et puis les fourmis dédiées à la reproduction, donc les reines et les princesses. Donc là, c'est une organisation classique dans la famille des Attini. Donc là, on retrouve presque une organisation humaine avec chacun sa tâche, des transporteurs, des cultivateurs. En général, chez les fourmis, ça va être quand même beaucoup plus simple. Pour les autres familles, on va retrouver surtout les mineurs qui cultivent, s'occupent du couvain, nettoient le nid, donc ils sont vraiment à l'intérieur. Là, on a l'exemple entre une reine et une ouvrière mineure. On va avoir les médias qui, elles, vont aller récolter les feuilles, entretenir la fourmilière, créer les réseaux à l'intérieur. Et puis, on a les majors qui sont les soldats, donc qui vont surveiller les chemins, surveiller l'entrée de la fourmilière. Et là aussi, on a un bon exemple de différence qu'on peut avoir entre une minore et une majeure au niveau de la taille. Donc concrètement, une fourmilière champignoniste, ça ressemble à ça. C'est une fourmilière abandonnée qui a été découverte au Brésil. Et ils ont coulé du béton dans les galeries, puis ils ont creusé. Et ça donne donc cet incroyable réseau. Donc à savoir 46 mètres carrés, 8 mètres de profondeur. Et au plus fort de sa vie, la fourmilière avait 40 millions d'individus. Et donc à l'époque où la fourmilière s'est créée, c'était une forêt. Et là, autour, c'est des hectares et des hectares de champs parce que les fourmis sont toutes allées chercher les feuilles sur les arbres. Ça a fait mourir les arbres et ça a créé un immense prairie. Et c'est là qu'on se rend compte qu'elles sont très importantes parce que ça va permettre au cœur de la forêt d'avoir des espaces de champs où d'autres espèces animales vont pouvoir s'installer. Et donc, sans les fourmis champignonistes, on n'aurait pas tous ces espaces pour d'autres espèces. Et donc concrètement, le champignon qui est présent ici, c'est Leucogaricus gonglophorus, qui va faire ce qu'on appelle des gongligidas, oui c'est ça. C'est des excroissances que les fourmis vont récolter pour se nourrir. Et c'est un champignon qui ne peut pas vivre sans les fourmis, et les fourmis ne peuvent pas vivre sans ce champignon. Donc là, on est vraiment sur une symbiose parfaite. Et du coup, on va retrouver la même chose chez les termites, qui, elles, vont être pas les plus vieilles cultivatrices, mais qui vont laisser la trace du jardin cultivé le plus ancien. Celui-ci a 25 millions d'années, donc c'est un fossile de ce jardin de champignons. Et il a été trouvé, alors je ne sais plus où, je crois que c'est en Afrique, vers le Cameroun ou vers la République du Congo. Et il a été créé par les Macrothermitidae. Ce sont des termites qui ne sont pas capables d'assimiler la cellulose du bois. Donc elles vont utiliser le champignon qui, pour elles, va décomposer la cellulose. Elles vont manger soit la cellulose décomposée, soit directement le champignon. Et les champignons en symbiose, ce sont les termitomycètes, qui, eux, vont pas être comme chez les fourmis des tout petits champignons, mais des champignons qui vont vraiment faire des grosses fructifications. Ils vont vivre dans la ruche. Donc la ruche est en fait, la ruche dans la termitière, elle est entièrement composée de mycélium, et après les champignons vont faire des radicelles qui vont donner naissance aux caprophores, et les termites peuvent se nourrir de ces radicelles qui ont une peau très très fine dessus. Elles vont aussi se nourrir du mycélium du champignon. Et donc concrètement, ça donne ça. On a Thermitomyces titanicus, qui est le plus gros champignon connu à l'heure actuelle pour le caprophore. Et c'est un champignon comestible, donc après la saison des pluies, on peut aller récolter ces gros champignons pour les vendre au bord de la route ou dans les marchés. Là, on peut imaginer le nombre de personnes qu'un champignon de cette taille-là peut nourrir. Mais si les termites sont connues, c'est pas forcément pour les champignons qu'elles vont manger, mais pour l'architecture de leur termitière. Chez les termites, on va avoir des grandes cheminées qui vont permettre que l'air se renouvelle et qu'on ne se retrouve pas avec des grosses températures dans les salles. Et en fait, ça ne fonctionne que quand il y a du vent. Et quand il n'y a pas du vent, eh ben les cheminées ne fonctionnent pas. Donc on s'étonnait du fait que les termitières étaient toujours fraîches, qu'il n'y avait pas cette grande chaleur à l'intérieur. Et en fait, ça vient des parois en champignons. Quand il fait trop chaud dedans, les pores du champignon s'ouvrent à travers les briques de mycélium que les ouvrières utilisent pour faire la termitière. Et donc ces ouvertures vont créer des courants d'air qui vont tenir au frais l'intérieur de la termite.
termitière, pardon. Et ça a inspiré l'homme qui a, au Zimbabwe, construit l'Estegate Building, qui est un centre commercial qui fonctionne sans aucune électricité. Les cheminées et les briques vont créer un système de climatisation. Et donc en moyenne, il fait 26 degrés dedans sans qu'il y ait besoin d'activer des ventilateurs ou un système électrique. Donc là aussi, au niveau biomimétisme, c'est un des usages qu'on pourrait avoir en étudiant la relation entre les termites et les champignons, ou entre d'autres animaux et les champignons. Je laisse faire la photo. Merci. Il me semblait que la ventilation des termitières, c'était la cheminée qui chauffait au soleil, donc l'air qui montait et qui aspirait l'air qui était dans la terre, dans le sol, et qui rafraîchissait toute la termitière. Apparemment, ça fonctionne que pour 3 espèces de termites, et chez les autres, il y aurait ce système de champignons, de briques et de pores qui s'ouvrent et qui se referment en fonction de la chaleur. Et donc on a d'autres termites qui, elles, n'utilisent pas les champignons, mais je trouvais qu'il fallait vraiment mettre ces photos. Ce sont les cubithermes qui vont faire des petites termitières en forme de champignons. Je trouvais ça vraiment trop mignon pour ne pas vous les montrer. Et donc pour passer aux champignons, aux animaux qui s'abritent par les champignons, c'était pour moi une bonne transition. On va y arriver. Quand j'étais chez mes parents, j'allais souvent aux champignons, je tombais tout le temps sur des branches de sureau de noyer avec des trous. Et à travers ces trous, il y avait des oreilles de Judas qui étaient sorties, et c'était des trous faits par les pics. Et je me disais, est-ce que c'est le pic avec son bec qui a apporté le champignon, et le champignon est sorti, ou est-ce que c'est le fait de faire un trou qui va permettre au champignon de sortir et était déjà présent dans le bois? J'avais trouvé très très peu d'informations sur cette question-là, jusqu'à ce que le service des forêts des États-Unis de Caroline du Nord fasse une étude à propos du pic à face blanche, qui est vraiment un pic magnifique. Et le pic à face blanche, il a été observé à récupérer du mycélium, à le mettre dans un arbre, attendre 3-4 ans, et revenir faire le trou à l'intérieur. Donc lui, consciemment, il récupère les champignons pour pouvoir faire pourrir les arbres et nicher dedans, parce que sinon les arbres seraient beaucoup trop durs pour eux. Et j'ai la chance de travailler à la LPO, donc j'ai pu aller voir quelques ornithologues pour leur poser la question. Il y a le piquet-pêche chez nous qui fait la même chose, qui va aller visiter plein d'arbres différents, faire des trous avec son bec, et qui va ensuite attendre plusieurs années avant de revenir dans les troncs, qui sinon seraient trop durs pour faire des trous. Donc apparemment, on peut retrouver la même chose en Europe. Et donc là, on a un exemple de pique-mare, il ne faut pas regarder la légende, elle est fausse, qui a fait un trou avec plein de champignons autour, et on peut se demander, est-ce que quand il part chercher de la nourriture dans les arbres, le champignon qui est présent sur son bec ou sur son plumage ne va pas pouvoir venir s'installer là où il recherche de la nourriture. Parce qu'à savoir, un pic va avoir 2 types d'utilisation des arbres. Soit il va tambouriner dessus, donc c'est ce qu'on entend quand ça fait ta 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 ta. Il va aller sur des arbres de bonne facture et c'est pour communiquer avec les autres oiseaux. Soit il va faire du martelage, il va taper de manière irrégulière et discrète pour voir s'il y a des vers à l'intérieur et ensuite aller s'en nourrir. Et donc quand il tape sur des arbres sains, alors qu'avant il était sur des arbres pourris où il y avait des vers, on peut se dire qu'il a pu récupérer du mycélium et peut-être inoculer dans des arbres sains qui plus tard serviront d'abri pour lui ou sa progéniture. Et puis on peut aussi revenir chez les abeilles qui vont elles aussi utiliser les champignons pour s'abriter. On a par exemple les mérules qu'on connaît bien et qu'on n'aime pas forcément avoir dans nos maisons, qui vont manger le bois quand c'est humide. Et on s'est aperçu en fait que dans les ruches, donc les ruchers qui étaient dans des arbres, il y avait souvent des mérules qui étaient présentes et que quand il y avait des interstices, ce mérule allait fermer l'intérieur du tronc pour isoler les ruches, surtout l'hiver. Mais on s'est aperçu que beaucoup d'abeilles sauvages allaient soit avoir sur elles du mérule qu'elles allaient transporter, ou choisir des troncs où il y avait le mérule présent. Et le mérule, l'hiver, il va se mettre à faire des exudats sucrés dont les abeilles vont se nourrir et elles ne vont pas toucher au miel. Et donc là aussi, ça explique peut-être pourquoi nos abeilles sauvages n'arrivent à mieux survivre que les abeilles domestiques, parce qu'en plus du miel, elles ont une autre source de nourriture. Mais Hervé Cobb en parle beaucoup mieux que moi, il n'est pas là cette année. Et l'année prochaine, il sera présent et il pourra revenir sur ce sujet que je trouve assez fascinant. Et donc à l'heure actuelle, on fait des recherches pour justement faire des ruches avec à l'intérieur du mérule. Et donc ça serait un moyen aussi d'avoir des ruchers qui sont plus sains et qui tiennent plus longtemps dans le temps.
On a parlé de l'habitation, on va pouvoir parler d'un domaine qui rentre un peu dans la science-fiction, c'est la zombification des animaux par les champignons. Et là, il y a beaucoup à dire. On peut déjà parler de la zombification chez les papillons. Là, on a un petit Arodes, donc c'est un petit papillon qui vit sur le plateau de l'Himalaya. Et ce pauvre papillon, quand il est à l'état de chenille, il peut se faire parasiter par un cordyceps. La chenille vit dans le sol, enfin, elle se met dans le sol pour se transformer en papillon. Et si elle rentre en contact avec du mycélium, celui-ci va perforer la chenille, se nourrir à l'intérieur de celle-ci, et du coup, ça va donner ça. Ma pauvre chenille s'est fait entièrement bouffer de l'intérieur, et le champignon va sympathiquement ressortir pour faire ses spores qui vont repartir dans la terre et peut-être parasiter de nouvelles chenilles. C'est un cordyceps qui est bien connu parce qu'il a des propriétés dites aphrodisiaques. Et donc chaque année, on va ramasser au Tibet jusqu'à 2 tonnes et demie de ces champignons. C'est entre 26 000 et 32 000 euros le kilo. Donc imaginez les 2 tonnes. Et donc quand il y a eu des guerres civiles dans le secteur, en fait, les groupes armés ont essayé de récupérer le marché du cordyceps parce qu'avec 2 tonnes d'un champignon qui coûte si cher, on peut acheter énormément d'armes. Donc il y a vraiment eu une guerre autour du cordyceps pour pouvoir alimenter des trafics armés. On va avoir la même chose chez les cigales. Là, c'est une étude américaine qui date du 25 juin de cette année. Il y a un champignon qui va s'installer chez les mygales et chez les mâles, elles vont prendre place, remplacer entièrement les parties génitales du mâle. Et une partie du champignon monte au cerveau et la cigale va avoir qu'une seule envie, c'est se reproduire. Et on va avoir de l'hypersexualité chez les mâles qui vont se reproduire avec plein d'insectes différents, tout le temps beaucoup. Et une fois que l'insecte est entièrement bouffé par le champignon, il va se poser sur une feuille, prendre une position de copulation présente chez la femelle, mourir, et c'est les autres mâles qui vont se mettre sur lui pour se reproduire, et du coup récupérer le champignon. Donc là, on a un exemple de zombification où c'est plus l'animal qui décide de son comportement, mais vraiment c'est induit par le champignon. Et du coup, ça va donner ça, donc une partie blanche qui a entièrement pris la place de la fin de l'abdomen de l'animal. Et donc, ça a inspiré des auteurs japonais. Donc là, on a une exuvie, enfin une larve de cigale. Et donc, les créateurs de Pokémon, ils se sont inspirés de ça. On a Parasex et Paras, qui sont 2 Pokémon qui représentent une larve de cigale et qui ont été contrôlés par un champignon. Donc, c'est ce qu'on voit sur le côté. Et quand on lit la description du Pokémon, ça explique qu'en fait, il est contrôlé par le champignon et qu'il n'agit plus selon ce qu'il veut lui. Bon, ils ont participé la partie sexuelle parce que pour les enfants, c'est pas le plus intéressant. Et on va avoir la même chose chez les fourmis. On va avoir là aussi des cordyceps qui vont entièrement prendre possession de la fourmi. Donc une fourmi se promène tranquillement aux abords de la fourmilière. Elle va recevoir sur elle un spore. Elle va vouloir rentrer dans la fourmilière. En général, les autres fourmis le détectent, donc elle ne peut plus rentrer à l'intérieur. Et le champignon va doucement prendre possession de la fourmi, la faire monter sur une branche. Elle va attraper une feuille avec ses mandibules. Elle va la serrer très très fort. Et à ce moment-là, le champignon va traverser le cerveau de la fourmi qui va mourir. Il va se mettre à faire des spores qui tomberont peut-être sur une autre fourmi, et ainsi de suite. Et donc là, les fourmis, elles ne sont pas libres de leur choix parce que les cellules du champignon vont se figer sur les cellules musculaires de la fourmi, elles ne vont pas toucher au cerveau. Et en fait, ces pattes vont bouger par rapport au champignon, mais ce ne sera plus le cerveau qui poussera les pattes et les membres à s'animer. Donc c'est comme si nous, on se mettait à marcher sans le vouloir. En fait, c'est vraiment le champignon qui prend possession du corps de l'animal. Et du coup, on va trouver des espèces assez exceptionnelles. Donc là, une fourmi qui est entièrement prise par le cordyceps. Et donc on a au bout la fructification qui va donner les spores. On le trouve chez pas mal d'autres espèces. Donc là encore un exemple d'une fourmi qui s'est fait entièrement mycorhizer. Et du coup on va le retrouver donc chez les fourmis. On va avoir tout en haut à gauche une mygale. En dessous c'est une guêpe. À côté c'est une guêpe aussi. Tout en bas on a un scarabée. Bref, on a plein d'espèces qui vont vivre la même forme de parasitage et qui vont se retrouver zombifiés à un moment ou à un autre par les champignons. À savoir, chaque champignon est inféodé à une espèce de fourmi ou à une espèce de scarabée. Et cet été, on a découvert 4 nouvelles espèces de champignons en Amazonie, mais on n'a pas trouvé les insectes qui vont avec. Donc on sait qu'ils existent parce qu'on a trouvé le champignon,
mais on n'a pas encore trouvé l'animal qui correspond. Donc là, l'étude des champignons nous permet de découvrir de nouvelles espèces animales. Et puis on va voir la même chose aussi chez les coléoptères. On a la cantharide de Pennsylvanie qui est un superbe insecte. Là, c'est les femelles qui vont se faire parasiter le plus souvent. Le champignon prend possession de la femelle, elle va se mettre sur une fleur, elle va serrer très fort avec ses mandibules et elle va mourir. Et en mourant, elle va prendre une position de reproduction. Et donc du coup, tous les mâles qui passent vont s'accoupler avec elle, alors que l'animal est mort, et transporter avec elle les spores. Donc c'est un petit peu une fin assez triste, je trouve. Et du coup, vraiment, on voit le champignon qui a pris possession de l'abdomen, et du coup, là, le mâle n'a plus qu'à venir se poser et va disséminer le champignon. Donc on a ça chez les insectes, mais on a aussi ça chez les vertébrés, et en particulier les amphibiens, donc tritons, grenouilles, crapauds, salamandres, etc. Là, on est sur un tout petit champignon qui est le Batrachotrophium dendrobatidis, j'arrive pas souvent à le dire, qui est très connu parce qu'il vient d'Asie, et en fait, il est présent maintenant partout dans le monde. Et autant les espèces asiatiques arrivent très bien à survivre à ce champignon, autant les autres espèces d'amphibiens n'y arrivent pas. On a déjà 90 espèces qui ont disparu à cause de cette maladie. C'est pour ça qu'on explique qu'il ne faut jamais manipuler les amphibiens, sauf en cas extrême, parce qu'on risque de leur transmettre la maladie. Elle n'est pas dangereuse pour nous, mais elle peut rester très longtemps sur nos mains, et du coup on peut vraiment décimer toute une population dans un étang ou dans une mare en manipulant une grenouille ou un crapaud. Et donc parmi les symptômes, j'ai pas mis les pires photos parce que vraiment ça peut donner des résultats assez effroyables. On a des taches qui apparaissent, comme avec la tache blanche, ou littéralement des trous dans l'animal, comme avec la flèche noire à gauche. Donc vraiment, c'est une maladie. Une fois que l'animal là, il meurt. S'il ne meurt pas à cause des plaies ou des champignons, il va mourir au bout de 2 semaines d'une crise cardiaque. Donc c'est vraiment une saloperie qui décime nos amphibiens à l'heure actuelle. Et ce champignon, il a été étudié par une équipe à Séoul et une équipe australienne sur des rainettes du Japon. Et on s'est aperçu que les mâles atteints du champignon chantaient mieux, plus fort et plus longtemps, et qu'ils avaient beaucoup plus de partenaires sexuels. Et en fait, c'est le champignon au niveau du cerveau qui va envoyer des enzymes et des composés chimiques qui vont pousser les mâles à chanter et à se reproduire jusqu'à la mort, ce qu'on ne va pas avoir chez les mâles sains. Et donc là aussi, le champignon va vraiment avoir un impact sur l'animal et le pousser à avoir un comportement qu'il n'aurait pas d'habitude. Donc on est aussi sur une forme de zombification. Et donc cette pratique a été reprise dans la littérature contemporaine. On a Guillermo del Toro qui a fait des livres qui se nomment La Chute, où on a des zombies vampirisants contaminés par un champignon, qui reprend le thème des champignons zombificateurs. Et puis on a un jeu vidéo, The Last of Us, où les zombies sont des humains qui ont été possédés par des champignons et qui vont du coup se comporter en différents stades en fonction que le champignon prend possession de leur cerveau. Et à la fin vont répandre des spores, ils vont pouvoir contaminer d'autres humains. Donc c'est un jeu d'horreur qui reprend un petit peu tout ce qu'on a vu auparavant. C'est l'image la moins violente. Et donc, transition, on tombe sur les champignons carnivores. Donc là, on est par contre dans le monde du tout petit. On va avoir, par exemple, les polyphagus, qui vont être des champignons qui vont faire des vasques. Et dès qu'un petit organisme comme un nématode, un petit ver passe, la vasque s'ouvre, ça aspire le ver, et le champignon referme la vasque et il va digérer le ver, comme le feraient certaines plantes carnivores. Donc ça donne des photos très très belles, c'est vraiment microscopique, hein, ça se fait en macro. Les anthrobotrices, c'est des champignons lasso. Dans le sol, ils vont voir des lassos. Le ver passe à l'intérieur, ça se referme sur eux, ça les étouffe. Et le mycélium va rentrer dans le ver, aspirer tout ce qu'il y a et prendre la place du ver. Donc vraiment, il faut imaginer cette forme de lasso qui se referme en même pas 1/10 de seconde sur le pauvre ver. Chez les zygomycètes, on va avoir plutôt un système de toile d'araignée. Le mycélium est très gluant, couvert de petites gouttes comme de la colle. L'animal se colle dessus et là, les réseaux du mycélium vont s'approcher du ver et pareil, vont prendre possession de l'animal et s'en nourrir. Donc il faut vraiment imaginer une toile d'araignée dans le sol et qui prend au piège les animaux qui passent à proximité. C'est dans nos régions, ça, ou c'est Alors tropical? Ça, oui, on peut les retrouver sous nos latitudes. Ils sont pas trop étudiés. Il y a un laboratoire à Antibes qui, depuis 1993, les étudie.
et les vend dans le commerce en agriculture pour justement lutter contre les nématodes qui posent problème sur les cultures. J'ai plus les références, mais il y a deux produits où en fait ce sont ces champignons qu'on va mettre dans le sol pour justement... C'est dans le commerce. Ah oui, pour les nématodes. On les trouve dans le commerce, c'est mis en vente depuis 1997 et donc ce laboratoire d'Antibes continue de travailler sur ces champignons pour essayer de protéger les cultures. Je pense que là-dessus Jérôme aura beaucoup à dire aussi. Et puis on a les pleurotes, qui sont un champignon carnivore. Alors pourtant les pleurotes on les connaît bien, on les vend dans le commerce, on peut les cultiver. Les exudats le champignon va produire un exudat et on s'est aperçu qu'il était toxique pour des petits organismes, des petits animaux, qui au contact vont s'intoxiquer, ils vont mourir. Et le mycélium va se nourrir en fait de ces animaux qui sont morts au contact du champignon. Donc là aussi on est sur une forme de champignon carnivore, ce ne sont pas forcément que des tout petits champignons. Je suis dans le temps. Et donc, tout ça pour dire quel intérêt en fait d'étudier ce lien entre champignons et animaux. Pendant très longtemps, à part sur la partie pathogène, on pensait que c'est les animaux qui tiraient profit des champignons par la consommation. Et en fait, on s'aperçoit que c'est des relations beaucoup plus complexes qu'on pourrait le croire, que les champignons vont vraiment tirer profit des animaux. Ils vont les aider à se reproduire, ils vont aussi les aider tout simplement à se nourrir. Et donc l'idée c'était vraiment de dire voilà, les champignons ne sont pas forcément qu'une source de nourriture et qu'il y a énormément d'autres liens qui peuvent être trouvés chez eux, qui peuvent être très intéressants à étudier, aussi bien pour la science en elle-même, l'agriculture, pour la culture aussi avec les œuvres cinématographiques ou les jeux vidéo qu'on en tire, et puis tout simplement pour mieux comprendre nos écosystèmes, comprendre pourquoi une espèce est présente ou pas, pourquoi une espèce périclite, parce que justement, il y a peut-être une connexion qu'on ignore et qui n'est pas présente et qu'on pourrait favoriser pour que les animaux et les champignons puissent se développer. Puis aussi pour dire que la mycologie c'est cool et que c'est pas que regarder des champignons au microscope. Et puis on a fait le tour et je crois qu'on est bon. Bravo.